Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de vous connecter nombreux à ce webinaire, le 4e, je crois, depuis le début de l'année pour Goodwill Management. Nous allons passer l'heure ensemble. Je vous dis tout de suite, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nous tâcherons de garder une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, la thématique de ce webinaire va être d'essayer de répondre à la question suivante. Comment, dans le contexte économique, géopolitique, environnemental, social, extrêmement changeant que nous connaissons, aller vers un modèle robuste et soutenable pour l'entreprise? C'est ce que nous allons illustrer aujourd'hui avec notre méthodologie que nous appelons la stratégie du Y, et à travers le témoignage de notre client, le cabinet Bourris. Donc, pourquoi stratégie du Y et pas X, Y ou Z? Nous allons vous expliciter ça dans les minutes qui viennent, et en compagnie de Alan Fustek, qui est le fondateur de Goodwill Management, qui dirige aujourd'hui la R&D du cabinet, et l'auteur du livre éponyme Stratégie du Y. Je serai accompagnée également de Enzo Bourris, qui dirigeant du cabinet Bourris. Il nous présentera le cabinet en quelques mots dans la foulée. Et Elisa Dumont, chef de projet, qui a dirigé la mission de stratégie du Y pour Monsieur Bourris. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots tout de même sur qui est Goodwill Management, si d'aventure certains d'entre vous ne nous connaissaient pas auparavant. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie de soutenabilité qui a plus de 20 ans d'expérience, qui est composé de 3 bureaux à Paris, Nantes et Lyon. Et nous accompagnons donc depuis plus de 20 ans plus de 400 clients dans leur sujet RSE, dans leur sujet de soutenabilité et d'évolution de leur stratégie vers des modèles résilients et robustes. Enzo, peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous dire qui est le cabinet Bourris? Oui, rapidement. Donc Enzo Bourris, co-dirigeant du cabinet Bourris, aux côtés de Giovanni, qui est mon frère, et Xavier, qui est mon père. Donc entreprise familiale sur 3 générations, en fait, nos 40 ans cette année. Notre métier, on est professionnel de l'assurance, donc sur tout le segment des assurances, tant sur les assurances de biens que sur les assurances de personnes. En tant que tel, on accompagne autant d'entreprises que de professionnels et de particuliers. Aujourd'hui, le cabinet Bourris, c'est 20 salariés, 10 000 clients accompagnés et 3 agences physiques. Donc, on n'est pas sur la même échelle que Goodwill. On est dans le Finistère Nord, en Bretagne, mais avec 3 points de vente physiques. Merci Enzo. Et donc, pour entrer concrètement sur le sujet de la stratégie du Y, je propose qu'on se tourne en premier lieu vers Alan et qu'il nous explique voilà, quelle est l'origine de la méthode, de la stratégie du Y, quels constats de terrain sont à l'origine pour lui de l'idéation de cette démarche. Bonjour tout le monde. Oui, je vous donne quelques informations sur cette méthodologie et son origine. En fait, Goodwill Management accompagne des entreprises dans leur stratégie RSE depuis plus de 20 ans, comme on l'a dit, sur tout type de sujets, sur des labellisations diverses, sur la mise en place de stratégies bas carbone, sur des améliorations de score EcoVadis, enfin bref, vous voyez, ce genre de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, au sens le plus large, concernant la mise en œuvre de stratégies de soutenabilité, on a un système qui consiste soit à mettre en place des démarches de progrès
par rapport à une norme. Le sous-jacent de engagé RSE de l'AFNOR, du label du 26000 ou bien des Covadis, c'est la norme ISO 26000 par exemple, ou alors par rapport à des référentiels propriétaires, comme c'est le cas pour Bicorp par exemple. Voilà. Donc en fait, soit on prend une norme et on se compare à une norme et on regarde ses progrès par rapport à une norme, soit on prend une situation de référence. Où en étions-nous de nos impacts, par exemple, en 2025, et de combien on a progressé depuis. Voilà. Et en fait, nous avons créé une méthodologie à la base de triple comptabilité qui s'appelle Thesaurus 3K, parce que on s'est rendu compte que, de manière très empirique au début, que les réductions d'impact générées par ces approches de stratégie RSE étaient très, très limitées par rapport aux limites planétaires. Alors, je pense que tout le monde connaît le concept des limites planétaires du Stockholm Resilience Center et du Donut, qui a pour plafond environnemental les données physiques fournies par le Stockholm Resilience Center sur les limites planétaires. Donc, on a mis en place cette méthodologie, et si on regarde la page suivante, on prend conscience, puisque nous l'avons appliqué, cette méthodologie de comptabilité environnementale à toutes les entreprises françaises, on se rend compte que les entreprises françaises consomment 3 fois leur quota de limites planétaires. Deuxièmement, et on vous fournira l'étude pour ceux qui la demanderont, elle a été publiée il y a un peu plus d'1 an, on a 8% des entreprises seulement en France qui ont des démarches RSE que je qualifierais de réelles et sérieuses. Et quand on prend toutes les entreprises qui ont ces démarches RSE réelles et sérieuses, c'est-à-dire en ratissant très très large les entreprises à mission, les entreprises labellisées, les entreprises à impact, etc., ben, on arrive à la conclusion qui confirme l'intuition que nous avions à l'origine, que la réduction des impacts est de l'ordre de 20%. Donc, j'ai pas de démarche RSE, je consomme 3 fois mes quotas de limite planétaire. J'ai une démarche RSE sérieuse, eh ben, je suis à 2,5 fois mes quotas de limite planétaire. C'est pas si facile à obtenir, cette réduction de l'ordre de 20%, mais effectivement, c'est très loin d'être suffisant puisqu'il faudrait diviser les impacts par 3. Et donc, en fait, pour aller plus loin, ben, il faut changer dans la quasi-totalité des cas de modèle économique. Et bien sûr, ça demande de prendre son élan. Et la création de la stratégie du Y, c'est pour accompagner les entreprises qui veulent rentrer dans les limites planétaires et qui ont ce challenge de réduire de changer, excusez-moi, leur modèle économique. Voilà. Merci Alan, mais alors concrètement, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la stratégie du Y, de quoi s'agit-il? Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc, la stratégie du Y, maintenant, si je vous donne un petit peu son contenu, eh ben, comme on vient de le dire, il faut changer de modèle économique pour rentrer dans les limites planétaires. Je ne vous dis pas que c'est obligatoire dans tous les cas de figure. Mais c'est le cas dans la plupart des situations. Et bien évidemment, le changement de modèle économique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à faire, c'est très dangereux. Et donc, la plupart des dirigeants sont inquiets à l'idée de le faire et en général ne le font pas. Ce qu'on peut rajouter à ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps. Une mutation linéaire de l'entreprise, c'est-à-dire je passe du modèle économique A, symbolisé sur la slide que vous avez sous les yeux en jaune, au modèle économique B en vert ou en bleu, comme vous voulez, et ben faire ça en linéaire, c'est vraiment trop dangereux. Et donc, c'est la raison pour laquelle les dirigeants hésitent ou refusent de le faire. Et donc, la stratégie du Y, elle apporte une solution à cette situation. J'ai trop peur de changer de modèle économique, donc je ne change pas de modèle économique. Et donc, l'objectif de la stratégie du Y, ben, c'est faire mieux que Schumpeter, hein, la fameuse destruction créatrice. On va essayer d'enlever le mot destruction, c'est-à-dire de mettre l'entreprise trop en danger alors qu'on l'a fait muter. Et ça, il y a un point important dans notre méthodologie, c'est que ça nous projette à peu près à 10 ans. On ne fait pas une stratégie du Y en 3 ans, ce n'est pas possible.
Alors, ce que vous avez en bas de la slide explique bien le truc. Vous avez une activité historique qu'on appelle le canal originel. Et donc, là-dessus, vous mettez en place votre démarche RSE 1.0. Ça va vous permettre de réduire vos impacts de l'ordre de 20%. Et vous continuez, parce que c'est grâce à ça que vous payez les salaires à la fin du mois. Et puis, vous lancez une activité nouvelle, le canal original. Et là, on s'oblige quasiment à faire du hors-piste, c'est-à-dire à imaginer des choses très, très différentes de ce qu'on a fait jusque-là. On change de modèle économique, on met en place une stratégie RSE que j'appelle ici 2.0 pour respecter les limites planétaires. Et bien sûr qu'au début, ça ne marche pas. Et puis, à force d'insister, ça finit par marcher. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, le canal original trouve sa voie. Et c'est seulement à partir du moment où vous avez réussi à faire fonctionner votre nouvelle activité que vous faites la bascule entre le canal originel et le canal original. Voilà, c'est tout bête. On peut regarder la slide suivante. Et comme vous allez le voir, on va vous le montrer dans les slides qui viennent, et ben tout ce qu'on a fait dans cette méthodologie, parce que c'est une marque de fabrique de Goodwill Management, c'est quantifié. Et donc, vous retrouvez le Y sur la gauche de la slide, hein, et vous voyez que petit à petit, les activités historiques qui ont des impacts trop forts vont être amenées à se réduire à une vitesse que vous pilotez, pendant que les activités nouvelles vont prendre le relais. Et ces activités-là, il faut qu'elles respectent les limites planétaires. Voilà. Merci Alan. Enzo, comment avez-vous découvert cette démarche au sujet de la stratégie du Y, et comment, avec les autres dirigeants du cabinet, avez-vous réagi à l'idée de s'appliquer la démarche à votre entreprise? Ouais. Alors on a bien réagi. Je dirais que il y a eu plusieurs facteurs, des raisons, je dirais, plutôt internes et des raisons plutôt externes. Je dirais d'un point de vue externe, aujourd'hui on est assureur. C'est assez factuel de voir ce qui se passe autour de nous. Quand on voit les montants d'indemnisation liés aux événements climatiques qui doublent à peu près tous les 10 ans, et on n'en est qu'au démarrage en tant que tel. Donc ça vient forcément perturber le modèle de l'assurance. Nous, à notre échelle en Bretagne, hein, si je parle un peu plus de climat, un des événements météo qui nous affectent, c'est les tempêtes, où on observe et une intensité et une fréquence de plus en plus importante en tant que telle. Et pour mémoire, la tempête Ciaran en 2023, en une seule nuit, on ouvre autant de sinistres que sur une année normale. Donc, on voit bien que nos activités sont impactées, et on voit bien que on est en train de se préoccuper de savoir comment on va attraper le sujet et comment à un moment on va pouvoir continuer à développer notamment nos entreprises dans ce monde-là en tant que tel. Donc ça, c'est plutôt un facteur externe, mais qui était un peu plutôt une petite musique qui commençait à se mettre en œuvre en tant que tel, et qui est venue se renforcer avec des éléments internes. Peut-être on a commencé, et peut-être je trahis pas ce qu'Alan a dit tout à l'heure, on a commencé par mettre en place une démarche RSE. Alors elle était sincère, engagée, on a mis des moyens sur la table. Sur la période notamment 2020-2025, on était venu vraiment formaliser cette démarche. On est labellisé Bretagne 26 000, donc on bénéficie d'un audit externe pour attester la crédibilité de nos engagements, de notre plan d'action. Donc on s'est donné les moyens, et on s'est dit, on y va à fond, quoi. Et puis, au bout de 5 ans, résultat des courses, effectivement, hein, comme les petits copains engagés, on a fait moins 20, moins 30%, mais on n'a pas réussi à retourner la table. Et donc, mais ça a quand même marqué une étape importante dans notre maturité sur le sujet. Et donc, on s'est dit, maintenant, comment est-ce qu'on retourne la table? Et aussi, comment est-ce qu'on vient, dans le contexte un peu perturbé qu'on connaît aujourd'hui, allier et robustesse de l'entreprise, au sens de la rentabilité économique, de la pérennité, comment est-ce qu'on est toujours debout dans 10 ans, et en même temps le fait de se dire comment est-ce qu'on rentre dans les limites planétaires et on arrive à enclencher un modèle d'entreprise qui est vraiment soutenable en tant que tel. Donc moi, je co-dirige l'entreprise aujourd'hui, on est 3 en tant que tel. Le constat, il était partagé. Moi, j'ai rejoint l'entreprise plus récemment, parce que ça fait 1 an que j'ai rejoint le projet. Et donc peut-être je suis venu aussi appuyer un peu plus ces convictions de dire,
Non, non, mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à horizon 10 ans pour, entre guillemets, pas cramer la boîte qui fête ses 40 ans cette année et se dire, bon, bah, on va pas la cramer dans les années à venir. Donc, c'était plutôt ça nos motivations et ce qui nous a conduit à se dire, OK, mais en fait, tout ça, c'est un peu autour de nous, mais comment est-ce qu'on fait pour l'objectiver, pour venir le mesurer, pour venir de manière peut-être plus fiable avoir de la donnée pour ensuite travailler le plan d'action. Et donc là, il nous fallait une méthode. Et donc est apparu Monsieur Fustec. Merci, merci Enzo. Et effectivement, bah, Monsieur Fustek était aussi accompagné opérationnellement par Elisa Dumont. Elisa, alors, ce type de mission, comment ça se passe concrètement? Eh bien, ça se passe en 4 étapes. Globalement, c'est des étapes qu'on a suivies avec Kevin et Boris. Donc, une étape de sensibilisation, ensuite une étape de diagnostic, puis la troisième étape qui est vision et d'exploration, puis la dernière, l'application. Si on rentre dans le détail sur l'étape 2, donc qui est le diagnostic, la sensibilisation, on est passé assez rapidement pour le Kevin et Boris. Si on se focalise sur la partie diagnostic, on le fait en 3 temps, donc un diagnostic de robustesse, un diagnostic de soutenabilité et ensuite une étude prospective sur 10 ans. L'objectif de cette étape, c'est de comprendre réellement qui est l'entreprise, ses forces cachées, ses fragilités, autant sur l'aspect financier que sur des aspects plus immatériels comme leur savoir, leur organisation, leur capital humain, mais aussi sur des sujets de RSE, que ce soit 1.0 ou 2.0, et aussi de quantifier le risque d'affaires qui est potentiellement à risque sous 10 ans, selon différents scénarios, pour essayer de rendre le plus tangible possible la menace, qui est souvent assez abstraite. Et donc, pour le cas de Cabinet Boris, donc on a d'abord fait le diagnostic. Globalement, le diagnostic révélait que Cabinet Boris était plutôt excellent sur plusieurs domaines. Il y avait un axe d'amélioration qui était surtout sur la partie capital organisationnelle. Mais le gros du sujet a été sur l'étude prospective où on a réfléchi selon 3 scénarios différents, 6 modèles différents, vu que Cabinet Boris est sur différents types d'offres et différents types de clients, et pas que sur de l'assurance dommage, mais aussi de l'assurance vie et de l'assurance santé. À la fin, ce qui est ressorti de l'étude prospective, c'est que le CA, le chiffre d'affaires de Cabinet Boris d'ici 10 ans, pourrait au mieux augmenter de 14%, selon le scénario le plus positif, mais surtout était à risque de 30% selon le scénario le plus pessimiste. Un sacré éventail entre plus 14 et moins 30. Oui, c'est ça. Et puis, elle vous dit que votre chiffre d'affaires est en risque de 30%. Vous n'avez pas eu envie de changer de consultant quand vous avez entendu ça? Non, bah déjà, on s'est dit que la mission, elle valait le coup, et que ça valait le coup de se faire accompagner sur le sujet en tant que tel. Peut-être plus sérieusement, alors ça confirmait une intuition qu'on avait, hein, c'était de se dire, le monde dans lequel on est, il est de plus en plus complexe, il faut qu'on navigue avec ça, et donc à un moment, on voit bien que, il y a des perturbations. C'est un peu une marque de fabrique chez les Bourris, mais on a une courbe de deuil assez rapide. Donc en fait, le sujet, c'est de se dire, OK, maintenant, comment on prend ça? Comment on se retrousse les manches? Qu'est-ce qu'on fait, comment on y va, dans quelle direction, dans quel timing, avec quels moyens. Et donc assez rapidement, ça a enclenché ça, c'est-à-dire que on n'est pas tombé de notre chaise à un moment, et je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais un des éléments qui affecte forcément notre chiffre d'affaires, c'est l'assurabilité même des entreprises, notamment en lien avec les aléas climatiques, qui sont plus des risques, qui sont certains, donc qui viennent perturber la capacité même à s'assurer en tant que tel. Nous, on assure une grosse part d'entreprises aujourd'hui sur l'assurance de biens en tant que tel. Donc, on le savait, mais en tout cas, c'est venu objectiver le fait qu'il nous fallait un plan. Donc ça, c'était peut-être la première réaction. Ça allait bien avec notre positionnement à l'époque qui était, enfin que je dis à l'époque, c'était il y a un an, mais qui était vraiment de se dire, il faut qu'on se donne les moyens, que la boîte, elle existe dans 10 ans et qu'on soit un maximum dans l'anticipation, même si encore une fois, bien malin celui qui est capable de tout prévoir, mais au moins de se donner les moyens de capter des signaux faibles et de prendre des directions qui seront un peu plus pérennes pour l'entreprise. Très bien. Donc, Elisa, donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, comment on se met en mouvement? Quelles sont les étapes suivantes?
Alors, l'étape suivante, c'est donc l'étape de vision et d'exploration qu'on fait en 2 temps. Un premier temps qui va être sur de la cartographie de trajectoires futures. Donc là, c'est le moment où on va produire une vision stratégique, un portrait robot de l'entreprise d'ici 10 ans et aussi regarder les différentes capacités de mutation au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment qu'est-ce que l'entreprise veut être d'ici 10 ans, quelles sont les compétences en interne aussi pour le faire. Donc pour le cabinet Boris, par exemple, ça a été toute une réflexion sur quelle zone géographique d'implantation, quel type de client aussi pour les prochaines types d'années, quelle taille aussi souhaitait-il avoir. Ça a été tout un sujet là-dessus. Et ensuite, le plus gros du travail, c'est sur l'identification de business model résilients avec amélioration du business model existant, donc le canal originel, et aussi l'exploration de nouveaux leviers de création de valeur. Donc, je vais pour le premier, pour le canal originel, ce qui a été fait, c'est qu'on a retravaillé le mix client, la part des différents segments d'offres au sein de cabinet Boris, pour aussi voir comment on pouvait mitigate et réduire le risque. C'est comme ça qu'on a pu réduire le risque de 30% à 18%. Ça permet déjà d'aller chercher un chiffre d'affaires qui est moindre sur les nouveaux leviers de croissance. Et ensuite, on a réfléchi sur des nouvelles activités pour compenser la perte des 18%, mais aussi remplir l'objectif de croissance que s'était fixé cabinet Boris. Et je laisse peut-être Enzo en dire 2 mots sur les nouvelles activités. Oui, effectivement. Alors juste peut-être sur notre activité historique, en tout cas notre métier d'assureur aujourd'hui, peut-être pour bien comprendre, parce que peut-être le métier d'assureur, il n'est pas forcément connu de tous, mais quand on parle d'assurance de biens, on va parler de flotte automobile, on va parler de serres maraîchères, on va parler de bâtiments, on va parler d'entreprises en tant que telles. Et quand on parle d'assurance de personnes, on va plutôt parler de protection sociale, de mutuelle santé, de contrats de prévoyance ou encore de solutions d'épargne, de retraite, etc. Voilà globalement le mix d'activités sur lequel on est. Et pour bien comprendre, aujourd'hui, tout ce qui est assurance de biens, ça pèse 80% de notre chiffre d'affaires. Et l'assurance de personnes pèse 20%. Donc là, la transition qu'on envisage est de passer de ce 80-20 à plutôt un mix de 50-50 qui, on le voit, nous permet de réduire le risque non plus de 30% de notre chiffre d'affaires potentiellement affecté à 18%. Donc, en tout cas, on a fait un bout du chemin, mais on n'a pas encore gagné la bataille. Et donc, effectivement, et c'est là que prend tout son sens aussi le Y dont parlait Alan, se dire, bah, OK, mais quelles sont les nouvelles activités qui vont émerger? Ce que j'ai beaucoup apprécié, peut-être je me permets, Elisa, c'est dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est qu'on n'est pas venu prendre la liste des activités de l'INSEE et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain? On l'a fait de manière un tout petit peu plus sérieuse et notamment avec un travail qui était intéressant, c'était de se dire, OK, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi notre ADN? C'est quoi notre rôle sur le territoire? Et dans quoi on se projette demain? Et donc, ont émergé un certain nombre d'activités qui, je dirais, sont euh, plus ou moins originales et plus ou moins corrélées avec notre métier actuel aujourd'hui. Si j'y vais dans l'ordre, alors la première activité sur laquelle on s'est penché, c'est une activité plutôt de conseil, notamment sur les sujets de gestion de patrimoine, de stratégie d'épargne, mais en tout cas de pouvoir formaliser une offre de conseil, là où aujourd'hui on est plutôt intermédiaire d'assurance, donc on est plutôt dans la mise en œuvre des solutions d'assurance, donc on va se positionner un peu plus sur le conseil. Première activité, mais qui peut paraître assez cohérente avec notre métier aujourd'hui. Deuxième activité, du conseil en prévention et notamment sur les risques climatiques. Pouvoir accompagner l'entreprise demain sur le fait de faire un diagnostic de vulnérabilité au risque inondation dans la ville de Morlaix, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais dans le nord Finistère en Bretagne où on a un risque particulier à certains endroits de la ville d'inondation plusieurs fois par an, etc., etc. De pouvoir formaliser cette posture de préventeur et pas juste d'assureur qui paye quand il y a un pet, mais d'être beaucoup plus en amont pour à un moment venir mieux caractériser le risque, mieux anticiper le sinistre, le réduire et derrière, ben, à un moment, continuer permettre à nos clients de poursuivre leurs activités, etc. Donc ça, c'est cette deuxième activité du conseil en prévention. Et la troisième activité qui est peut-être un peu plus originale en tant que telle, mais on s'autorise à le faire, c'est de pouvoir
investir. Alors, quand on dit investir, c'est au sens de pouvoir diversifier nos activités dans d'autres secteurs d'activité, avec un cahier des charges qui est un peu de se poser la question, de se dire sur notre territoire, quelles sont les activités essentielles dont on a besoin pour faire vivre le territoire, tant qu'à faire, qui ont un potentiel pour rentrer dans les limites planétaires, et qui à un moment peuvent venir étendre notre positionnement, qui aujourd'hui est d'être assureur, à demain d'être un acteur plus complet sur le sujet de la résilience des territoires. Et donc, derrière, ça peut être, je sais pas, une exploitation agricole, par exemple. Donc, c'est pour ça que je parlais de plus ou moins éloigné de nos activités en tant que telles. Peut-être une entreprise dans la construction, dans la réparation. En tout cas, c'est des choses qu'on envisage pour venir renforcer notre positionnement d'acteur de la résilience sur le territoire. Je limite un peu le détail, mais c'est en tout cas la tendance dans laquelle on se projette. Très bien, merci. Je n'avais pas beaucoup de temps. Merci Enzo. Et alors pour terminer, comment une mission comme ça se termine-t-elle justement? Quelles sont les dernières étapes? Eh bien, la dernière étape, c'est l'application, la mise en œuvre. Donc, elle est toujours en 2 parties. Une première partie qui est donc réfléchir le plan stratégique. Donc, ça, c'est composé de plusieurs sujets. Donc, on identifie les différents projets stratégiques. Pour les Boris, il y en a eu 13, par exemple, avec 29 sous-projets. Ces projets, ils sont souvent liés à ce qu'on a pu voir lors de la phase de diagnostic, mais aussi ils sont fortement liés au canal original. Et on produit ce qu'on appelle une feuille de route, surtout sur les premières années, pas sur les 10 ans, mais souvent sur les 5 premières années. Et on y rajoute également, dans le cas du cabinet Boris, un business plan qui permet aussi de quantifier les nouvelles activités dans les prochaines années et de pouvoir mesurer l'évolution et d'avoir ça comme outil de pilotage. Et la deuxième étape, c'est souvent accompagner à la mise en place de ce plan stratégique. Très bien, mais cette démarche, est-ce qu'elle est réservée aux entreprises qui étaient déjà engagées, déjà matures comme le cabinet Boris, ou peut-elle s'adresser à tout type d'entreprise? Alors, pour le coup, la réponse courte, c'est que non, elle n'est pas réservée uniquement aux entreprises très matures. La stratégie du Y est un modèle assez unique qu'on peut appliquer pour plein d'entreprises différentes et pas de la même manière. L'idée centrale, c'est de s'adapter à chaque entreprise. Donc là où elle en est, toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité sur ces sujets et c'est tout à fait normal. Et comme l'a dit Alan, l'objectif de fond, c'est de rendre l'entreprise la plus robuste possible et la plus soutenable en l'aidant à développer de nouvelles activités plus pérennes sur le long terme. Donc pour ça, on a structuré 4 niveaux. On a un niveau 1 qui est vraiment un niveau de sensibilisation. C'est là, à ce moment-là, on va travailler avec le COMEX la plupart du temps pour identifier des risques qui pèsent sur le secteur et faire des stress tests sur certains risques extrêmement concrets. Donc ça se place plutôt en atelier de une demi-journée à une journée. Donc ça, c'est un niveau assez basique pour rentrer dans la thématique. On a ensuite un niveau 2 qui est pour aller un cran un peu plus loin. Là, on va analyser les vulnérabilités de l'entreprise et on va commencer à réfléchir ensemble aux grands axes de diversification possibles. Le niveau 3, on rentre dans quelque chose qui est encore plus structuré et plus quantifié surtout. On va quantifier ce que ça représente aussi de s'adapter et de diversifier le business model, combien ça peut rapporter également. Et le niveau 4, c'est le niveau le plus complet et c'est cette fois-ci, on intègre et la robustesse, mais aussi la soutenabilité et ainsi les limites planétaires pour essayer d'aligner l'entreprise avec les limites planétaires. Idéalement, on aimerait emmener toutes les entreprises jusqu'au niveau 4, parce que c'est là que se trouve la transformation la plus profonde. Mais dans les faits, le point de départ varie évidemment en fonction de la maturité de l'entreprise, mais aussi parfois selon son secteur. Et donc, ce qui compte surtout, c'est de rentrer dans la trajectoire et de commencer. Très bien, merci. Alors, Enzo, pour revenir sur votre témoignage, vous avez évoqué le fait d'avoir travaillé vous sur vos vulnérabilités, la robustesse de votre modèle. Vous avez évoqué la sensibilité forte sur les questions de soutenabilité. Mais finalement, jusqu'où souhaitez-vous aller sur cette dimension? Est-ce que vous souhaitez atteindre ce niveau 4 qu'a évoqué Elisa à l'instant?
Ouais, ouais, clairement, seule condition, et ça fait partie des trucs, en tout cas des raisons pour lesquelles on se lève le matin. Donc c'est bien ancré dans la transformation qu'on projette aujourd'hui pour l'entreprise. Pour compléter aussi un peu ce qu'Elisa disait, à mon avis, quand on traite des sujets de robustesse et de soutenabilité, les portes d'entrée pour y arriver sont nombreuses. La nôtre, nous, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut venir accélérer notre engagement sincère en matière de RSE, toujours sur le territoire, pour les différents acteurs, etc. Et après, de se dire, OK, mais derrière, comment est-ce qu'on peut impacter plus avec nos produits notamment, et pas juste avoir une démarche RSE liée à notre cabinet. Et après, avec les produits, mais en fait, les produits, on peut les utiliser pour être plutôt du côté aussi de la résilience de nos clients. Et en fait, c'est ça qui est venu alimenter aussi la démarche. Pour parler peut-être plus précisément du sujet de la soutenabilité en tant que telle, donc clairement, on met sur le même piédestal l'objectif de pérennité économique de l'entreprise à 10 ans que l'objectif de rentrer dans les limites planétaires. Peut-être pour faire part un peu de l'état des lieux. Donc, si Alan disait que tout à l'heure, il fallait en gros réduire ses impacts d'un facteur 3, bah, peut-être avec ce qu'on a déjà fait, et c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui ressort des mesures d'impact qu'on a pu faire. Nous, on est à 2,5, mais il faut encore qu'on renverse la table, et notamment qu'on renverse la table par les produits. Peut-être je vais donner un exemple chiffré et concret. Quand on regarde, si je me penche sur le sujet du carbone, même si notre analyse s'est penchée sur tous les impacts environnementaux, sur le sujet du carbone, l'impact carbone de nos activités en tant que cabinet, agent général d'assurance en tant que tel, on est à 100 tonnes de CO2. Quand on prend tout l'impact de nos produits en tant que tel, on est à 9000 tonnes de CO2. Alors, quand on parle des produits, ce n'est pas juste les contrats d'assurance, la ramette de papier que le client a signé et qui le couvre sur un certain nombre de choses en tant que tel. C'est deux exemples concrets. Par exemple, sur l'épargne, bah forcément, qui dit épargne, dit investissement dans des fonds qui viennent à un moment investir dans des entreprises qui sont dans l'économie réelle en tant que telle et qui ont des activités qui sont émissives en matière de CO2. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, sur les produits d'épargne qu'on va devoir travailler derrière. Et un autre exemple, par exemple, aujourd'hui, quand on assure une maison contre le risque incendie, la maison, elle brûle. Derrière, c'est reconstruction. Et qui dit reconstruction dit aussi, à un moment, émissions de gaz à effet de serre liées à la reconstruction en tant que telle. Donc, quand on parle des 9000 tonnes de CO2, c'est vraiment dans l'exécution de notre promesse qui est à un moment de réparer le sinistre quand il est là. Donc, ça donne un peu les priorités entre qu'est-ce qu'on fait nous pour le cabinet en tant que tel ou comment ou quelle énergie on va mettre dans les produits en tant que tel, peut-être pour donner un peu les chantiers concrets qui vont nous animer. Donc, on veut notamment, donc je vous ai parlé de toute l'activité de prévention, notamment sur l'assurance de biens. La prévention, elle va faire quoi? Elle va servir à réduire le nombre de sinistres. Et qui dit réduire le nombre de sinistres, dit réduire la prise en charge liée à telle ou telle catastrophe, qu'on soit sur de l'incendie, de la grêle, de l'inondation en tant que telle. Et donc, venir réduire aussi l'impact carbone lié à l'assurance de biens. Sur l'épargne, par exemple, et ça, moi, c'est un gros sujet sur lequel je travaille en ce moment. C'est pareil, comment est-ce qu'on réussit à réduire l'impact environnemental des solutions de placement qu'on propose à nos clients. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui est un long chantier. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on s'est projeté sur un horizon de temps à 10 ans. C'est-à-dire que tout ça, on ne le fera pas en claquant des doigts. Je remercie Elisa qui nous a calculé le temps à passer pour mettre en œuvre le plan stratégique en jour homme. Et donc, je vais a priori pas avoir beaucoup de vacances pendant les 10 années à venir. Mais c'est pour dire que on vient l'ancrer aussi dans le temps en tant que tel et qu'on en a pour 10 ans à faire cette transition. Mais sur le sujet de l'épargne, on se heurte par exemple à des sujets de fiabilité de données dans la mesure d'impact. On se heurte à des sujets de manque de transparence, de réglementation qui évoluent, mais qui évoluent, euh, à mon sens, pas suffisamment vite et de devoir parfois un peu jouer avec ça. Mais en tout cas, c'est bien la dynamique dans laquelle on est impliqué. Et peut-être dernier élément, et après, peut-être Catherine, tu vas me dire que je parle trop. Dernier élément, on est venu aussi pour venir structurer cette démarche sur le fait de rentrer dans les limites planétaires et à un moment de venir contraindre notre modèle économique dans des quotas. On vise l'obtention du label Lucie Planète à horizon de la fin de l'année, qui va être un moyen pour nous de venir faire auditer de manière aussi externe l'atteinte de nos quotas et de se fixer, par exemple, le fait de rentrer à la limite planétaire à horizon 10 ans avec des jalons intermédiaires, de venir structurer la démarche. Et ça, c'était important pour nous parce que notamment entreprise de 20 personnes, hein, on est une petite entreprise aujourd'hui, bah, on est vite la tête dans le guidon, dans le quotidien. Donc c'est important pour nous d'avoir ces jalons-là qui viennent aussi bah, structurer cette transition.
Merci Enzo, inspirant. Je me tourne vers Alan. Tu accompagnes de nombreuses entreprises depuis fort longtemps. Est-ce que, selon toi, toutes les entreprises peuvent avoir cette ambition d'entrer dans le donut, dans les limites planétaires, même en se donnant 10 ans? Alors ça, c'est une question qu'elle est bonne. Est-ce qu'on peut passer la slide? Voilà. Donc, en fait, je reviens une seconde parce que c'est finalement notre juge de paix. Je reviens une seconde sur notre méthode de comptabilité économique, sociale et environnementale, où on calcule notamment des dettes environnementales exprimées en euros en fonction de la façon dont l'entreprise excède ou pas ces quotas de limite planétaire. Là, vous avez un exemple concret, ce qui est un exemple réel, hein, d'une entreprise, et vous voyez que, par exemple, en haut du schéma en pollution de l'air, l'entreprise, elle est en dessous de ses quotas, en émissions de gaz à effet de serre, elle est au-dessus, etc., etc. Donc, ce point de départ est indispensable, c'est de faire une photographie de l'écart entre les impacts de l'entreprise. Vous voyez qu'on mesure beaucoup de choses, hein, pollution de l'air, émissions de gaz à effet de serre, déchets, artificialisation, pollution de l'eau, consommation de l'eau et puis extraction de ressources minérales et fossiles. Donc, première étape, on fait ça. On voit quelle est l'ampleur de la problématique et bien évidemment, on se doute bien que pour certaines entreprises, les écarts sont plutôt faibles, alors que pour d'autres entreprises, il y a 2 ou 3 montagnes à déplacer. Donc, en théorie, toutes les entreprises peuvent rentrer dans les limites planétaires. Simplement, on s'imagine bien que pour certaines d'entre elles, ça va être beaucoup plus dur. On peut se dire une autre chose, c'est que au bout d'un moment, on ne pourra pas faire autrement que rentrer dans les limites planétaires. C'est-à-dire que là, depuis, je sais pas, peut-être un petit siècle, on est en train de creuser des dettes environnementales qu'on rembourse jamais. Et au bout d'un moment, Dame Nature va nous rappeler à l'ordre. Et donc, seules les entreprises respectant les limites planétaires pourront continuer à fonctionner, les autres disparaîtront. Donc voilà, ma réponse est complexe, hein, c'est-à-dire que oui, en théorie, toutes les entreprises peuvent rentrer dans les limites planétaires, elles ont des efforts à faire plus ou moins importants, et de toute façon, à long terme, il n'y a que celles qui auront fait l'effort qui vont s'en sortir. J'insiste sur un point important ici, c'est que le canal original, quand vous décidez de sortir de la boîte ou de faire du hors-piste, c'est toujours un grand défi. Voilà. Donc, il y a un caractère dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que dans le cadre d'une mutation linéaire du modèle économique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça reste dangereux. Cela étant dit, l'entreprise, c'est de la prise de risque et donc c'est indispensable. Si on regarde la page suivante, je rajoute un point dont Enzo vient de parler à l'instant. C'est que pour arriver à rentrer dans les limites planétaires, et donc pour savoir si au bout du compte on a fait sa part, il faut appliquer un traitement supplémentaire. Alors c'est pas un calcul très long à faire en plus, hein, c'est intégré à la triple comptabilité, qu'on appelle le calcul de juste responsabilité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup, pas du tout autour de nous aujourd'hui, mais dont tout le monde a intuitivement conscience, c'est que votre scope 3, alors que ce soit votre scope 3 sur le carbone, sur l'eau, sur tout ce que vous voulez, c'est le scope 1 de quelqu'un d'autre. Et donc, ça veut dire qu'en dehors de votre scope 1, vous avez une responsabilité partagée sur vos impacts. La juste responsabilité, je ne pourrais pas rentrer dans les détails là, dans le temps imparti, mais on répondra à toutes vos questions. On démontre mathématiquement que ça n'est ni votre scope 1, ni votre scope 3. Et vous avez en dessous, sur ce tableau, sur cette slide, vous avez l'exemple. Alors on aurait pu prendre l'exemple de Cabinet Bourris, puisque on a fait tout le travail sur Cabinet Bourris. Là, c'est une autre entreprise qui est aussi une entreprise bretonne, une entreprise industrielle d'agroalimentaire qui est le groupe ENAF. Et vous voyez que par exemple, le changement climatique, le dépassement des quotas, c'est 20 000 tonnes chez ENAF.
alors qu'en juste responsabilité, c'est 5400 tonnes. Et au bout de 5400 tonnes de suppression d'impact, l'entreprise ENAF peut dire « j'ai fait ma part ». Alors, vous vous doutez bien que quand on voit qu'on dépasse de 20 000 tonnes, on hésite entre la noyade et la pendaison. À 5 400 tonnes, on se dit c'est possible. Et quand on regarde d'ailleurs le plan de décarbonation de l'entreprise, ils sont en dessous de ça. Ils ne sont pas encore à 5 400 tonnes, mais ils n'en sont pas si loin. Voilà. Et donc, pour les entreprises qui sont en net zéro généralisé, c'est-à-dire en juste responsabilité, qui ont supprimé tous leurs dépassements, on délivre le label Lucie One Planet. C'est ce dont Enzo a parlé tout à l'heure et c'est ce qu'on est en train de faire avec le cabinet Bourris. Vous avez le label non pas lorsque vous êtes net zéro généralisé, mais lorsque vous apportez la preuve que vous êtes sur une trajectoire qui vous permet d'être net zéro généralisé à un instant T, c'est-à-dire dans 3, 4, 5 ans, etc. Voilà. Très bien, merci. Alors, Elisa, selon toi, quelles sont les forces et les faiblesses de cette méthode de réflexion stratégique? Oui, bien sûr. Je vais essayer de donner la réponse la plus objective possible. J'identifie plusieurs forces. Pour moi, la force de la stratégie du Y, c'est qu'elle est modulable, qu'elle parle aux financiers, mais aussi aux dirigeants et aux stratèges de l'entreprise. Elle donne une feuille de route qui est opérationnelle. Pour le cas de cabinet Bourris, comme disait Enzo, il sait le nombre de jours qu'il va devoir y passer, de quel mois à quel mois, et très concrètement ce qu'il faut faire pour en arriver jusque-là. Elle s'appuie aussi sur l'identité profonde de l'entreprise. Quand on regarde toute la partie capital immatériel, on regarde réellement quelles sont les valeurs et ce qui fait que l'entreprise cabinet Bourris et le cabinet Bourris et pas n'importe quel autre agent d'assurance. Et ce n'est pas donc juste un modèle générique qu'on déploie pour n'importe quel client. On s'appuie vraiment sur cet ADN. Et surtout, pour moi, la grande force, c'est qu'elle remet la durabilité au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas juste une stratégie RSE qui est faite en parallèle et qui est checkée une fois par an. C'est réellement la stratégie de l'entreprise. Pour finir sur les limites, je ne sais pas si c'est réellement des limites, mais pour moi, il y a quand même quelque chose d'important à savoir, c'est que ça demande un vrai engagement du dirigeant dans la durée. Comme le dit Enzo, il n'aura pas énormément de vacances pour les 10 prochaines années. Et surtout, voilà, rentrer dans les limites planétaires, comme l'a montré Alan, c'est possible, mais c'est un travail exigeant et que ce n'est pas toujours possible d'atteindre dans un temps très court pour des grandes entreprises. Mais c'est possible. Enzo, est-ce que cette vision, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des forces et des faiblesses de la méthode? Ouais. Sur les forces, notamment le fait, et c'est ce qu'on avait sur la période 2020-2025, c'est-à-dire que on avait un plan stratégique d'un côté, de l'autre côté, on avait une démarche RSE, et en fait, quand tu prends des décisions, c'est un peu en silo, et tu regardes un peu d'un point de vue économique, et en fait, ça marche pas vraiment. Et donc là, on vient, en fait, j'allais dire cloisonner, mais c'est pas le mot justement, mais tout impacter de la même manière, c'est-à-dire que quand tu prends une décision, tu as ce plan-là qui en fait est ta boussole et qui à un moment te fait le filtre décision économique, pérennité, robustesse, soutenabilité. Et en fait, c'est un outil magique. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on se pose une question existentielle dans l'entreprise, en fait, elle est vite réglée par ouais, mais en fait, nous, le plan, c'est ça le cap, c'est ça la direction. Et donc, elle a ce bénéfice-là qui est une vraie force. Et je dirais d'autant plus pour nous, entreprise de 20 personnes, où en fait, c'est plutôt la tête dans le guidon et vas-y, fonce. Et puis, tu lèveras la tête après. Donc, ça, je confirme sur les forces. Sur les faiblesses, alors, je sais pas si c'est une faiblesse, mais effectivement, ça a pris du temps. Globalement, la mission, l'accompagnement, il a duré 6 mois. En termes de temps que nous, on a gagné, qu'on a donné en tant que dirigeant, au-delà des réunions avec vous, mais aussi des temps qu'on a pu prendre pour réfléchir, je pense qu'on n'était pas loin d'une demi-journée par personne. Donc on est 3 dirigeants, une demi-journée par semaine pendant 6 mois. Mais parce que, encore une fois, on n'a pas pris l'exercice à la légère et on se dit pas que on fait des choses en plus ou même qu'on se fait plaisir avec un plan stratégique. On se dit que c'est la condition de pérennité de l'entreprise. Donc clairement, ça justifie l'engagement, l'investissement. Euh, et que concrètement, c'est pas faire des choses en plus, c'est faire les choses autrement, dans une autre organisation, planifier d'une autre manière, et que c'est ça la direction qu'on suit, quoi.
Bien, merci Enzo. Euh, Alan, en quoi cette offre, cette approche proposée par Goodwin Management se différencie-t-elle de l'approche d'autres cabinets, par exemple? Bah, elle est nettement meilleure. On a quelques points de différenciation. Le premier, bien évidemment, c'est le fait de mener en parallèle, ça tout le monde l'aura compris, une activité qui perpétue l'activité historique et qui tire pas dessus à boulet rouge, et une activité nouvelle qui caractérise et qui prépare le renouveau de l'entreprise. Si on regarde effectivement les autres facteurs de différenciation, premièrement, comme vous le voyez sur cette slide, on travaille sur des stratégies d'entreprise depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, la stratégie du Y n'existait pas. Donc, on a mis en œuvre des méthodologies de plans stratégiques diverses et variées. Et on n'en a pas fabriqué une pour le plaisir d'en fabriquer une nouvelle. On a intégré toute une série de bonnes pratiques, d'autres méthodologies sur la base desquelles on est venu rajouter ce qui était nécessaire pour cette bifurcation. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que c'est une méthodologie qui intègre toutes les limites physiques du monde qui nous entoure, alors que l'un des défauts très souvent critiqués de l'économie en général, c'est d'être un petit peu hors sol. Donc là, on regarde effectivement les limites physiques et on regarde comment en tenir compte et comment ne pas épuiser la planète à la vitesse de la lumière, ce que malheureusement on est en train de faire. On a une vision par voie de conséquence qui est une vision complète de la valeur, c'est-à-dire qu'on est capable de dire si une entreprise crée de la richesse ou pas, compte tenu de la valeur économique qu'elle crée et puis de ses externalités sociales. Parce que là, on a beaucoup parlé d'environnement, mais il y a aussi une dimension d'externalité sociale que nous financiarisons et d'externalité environnementale. On a un modèle de calcul sur les vulnérabilités. Elisa en est passée rapidement dessus, mais on est capable de prendre 30 ou 40 paramètres de votre univers, de vos marchés, de vos offres, etc., de regarder leur dynamique à 10 ans ou à 20 ans et d'en déduire un risque de baisse ou d'augmentation des risques et des opportunités sur l'évolution de votre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on a fait pour le cabinet Bourris. On est respectueux de la génétique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une cartographie de votre ADN pour savoir quels sont les gènes qui peuvent muter. Et donc, on ne dit pas qu'une entreprise qui serait, je prends l'image d'un poisson, pourrait devenir par un claquement de doigts un oiseau. Il y a des mutations qui sont impossibles. On passe beaucoup de temps sur le déploiement parce que y a beaucoup de stratégies d'entreprise qui capotent une fois qu'elles ont été conçues parce que ça bloque au niveau de la mise en œuvre. Tout ça, c'est scientifique. On a créé une chaire de recherche sur la triple comptabilité que je dirige. Pendant 3 ans, on améliore tous nos algorithmes. Et puis, on apporte aussi des solutions concrètes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit l'entreprise, elle doit réduire de 25% ou de 35% sa consommation d'énergie, on vient avec des solutions pour ça. Donc, les solutions s'appellent la sobriété avec quelques éléments là-dessus qui nous font aller assez loin dans la démarche, l'économie circulaire, l'innovation frugale, l'économie de la fonctionnalité. Donc, on vient aussi avec des solutions pour chaque sujet que l'entreprise doit traiter. Voilà. Très bien, merci. Effectivement, on va passer aux questions. Peut-être juste avant de passer aux questions, Enzo, un petit mot juste pour nous dire quelles sont les toutes prochaines étapes pour le cabinet Bourris et votre avis final sur l'accompagnement par Goodwill sur ce sujet. Ouais. Travail remarquable d'Elisa et Alan. Enfin, vous aurez une vraie responsabilité dans l'accomplissement du plan en tant que tel. À nous maintenant de se donner les moyens d'appuyer sur les boutons et de le mettre en œuvre. Mais clairement, on avait besoin de cette méthodologie pour cadrer les choses. Surtout
connaissant notre personnalité qui est une idée à la minute et puis on appuie sur les boutons et on trace et on accélère, etc. Donc ça, c'était hyper important. La suite est dans ce qui va nous animer. Donc on est en train de finaliser la trajectoire sur les limites planétaires. Notamment, là, on est en train de travailler sur les hypothèses pour permettre la réduction d'impact, notamment sur les produits, comme j'en parlais tout à l'heure, liés à la prévention, liés aux solutions d'épargne en tant que telles. On va accélérer sur la prévention. Aujourd'hui, alors je ne l'ai pas dit forcément, mais on est et agent général pour Generali et courtier. Donc on travaille avec un certain nombre de compagnies aujourd'hui pour accompagner nos clients, mais on travaille notamment particulièrement avec Generali et on est en train de mettre en œuvre un certain nombre de pilotes sur les sujets de prévention, notamment sur du risque inondation. Donc on est aussi en train de tester des modèles économiques autour de la prévention et comment est-ce qu'on vient le corréler aux solutions d'assurance. Mais la prochaine étape, ça va être d'accélérer très clairement sur la prévention. Et chaque jour qui passe nous le confirme, très clairement, sur la prévention. Et quand on dit prévention, pas que, prévention et adaptation. Donc, c'est les sujets que nous sommes en train d'adresser. Et puis, bah, autre challenge, mais qui va se faire petit à petit, c'est embarquer nos parties prenantes là-dedans. Parce que ce que Alan disait, y aller de manière linéaire et un peu suicidaire, l'histoire, on doit l'écrire et avec les compagnies d'assurance avec lesquelles on travaille et avec nos clients. Et donc, bah, il y a tout ce job-là d'embarquement à faire qui intellectuellement n'est pas inintéressant, mais peut demander un peu d'énergie. Mais on ne doute pas, toute l'équipe Boris n'en manque pas. Mais en tout cas, avec plaisir, si jamais même à l'issue du webinar, il y a aussi des questions, des besoins d'échange, de bonnes pratiques particulièrement actifs sur LinkedIn. Merci beaucoup Enzo. Il y a d'ailleurs quelques questions et commentaires. Donc on va peut-être, comme convenu, pouvoir consacrer les quelques minutes qui nous restent à répondre à ces questions et commentaires. Alors, en premier lieu, je vais remonter le fil des questions. Oui, bon, alors il y avait une question pour Enzo sur, oui, qui demandait des précisions, peut-être un candidat à ce qui est à l'investissement, qui demandait si vous aviez déjà clarifié les modalités d'investissement dans le territoire via un fonds impact, des prises de participation directes. Ouais. Mais... Bah, là-dessus, sur l'investissement sur le territoire, on considère à juste titre, d'ailleurs, quand on parle d'investissement, ça va être aussi accompagnement, soutien, prise de participation de différents acteurs sur le territoire, tant dans le monde associatif que dans le monde plutôt de l'entreprise en tant que telle. Donc sur la partie associative, le coût est lancé et c'est déjà parti et on actionne un maximum de budget de mécénat, hein. Aujourd'hui, donc on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On arrive à aller chercher à peu près 100 000 euros par an donnés à des associations sur le territoire sur un certain nombre de sujets qu'on peut rapprocher quand même de près, notamment au sujet de prévention. Donc il y a cette partie-là. Aujourd'hui, ça concerne plutôt notre démarche propre, nous, en tant que cabinet Boris. Pareil sur la partie entreprise. Alors on est encore à chercher des idées, des modèles, etc. Et on sait que c'est le sujet qui est, on va dire, le plus original par rapport à notre activité. Donc dans le planning qu'Elisa m'a produit, c'est pas celui à mettre en œuvre le 20 septembre prochain en tant que tel, mais peut-être on va le mettre plutôt à un horizon 1-3 ans. Mais c'est en tout cas de pouvoir imaginer de contribuer à faire développer certaines activités et pourquoi pas demain à permettre aussi à nos clients d'investir dans ces activités-là. Et donc ça pose aussi la question de comment dans nos produits d'investissement et dans les produits d'investissement qu'on met entre les mains de nos clients, on leur donne la possibilité de soutenir aussi cette économie qui à un moment va vers plus de robustesse, de résilience pour le territoire en tant que tel. Merci Enzo. Je vais rapidement répondre à la question suivante qui portait effectivement sur Goodwill, et notre démarche commerciale finalement sur ce sujet, nos liens avec la CEC, juste pour vous dire que donc effectivement un certain nombre de clients, de prospects viennent nous solliciter, nous connaissent. Nous sommes une entreprise, comme on disait, il y a plus de 20 ans d'âge, nous ne sommes pas complètement nés la dernière prise sur ces sujets et on a toujours eu cette forte culture économétrique de la démonstration chiffrée. Donc voilà, un certain nombre d'entreprises nous connaissent, viennent nous voir sur le sujet. Évidemment, ce sont des thématiques sur lesquelles on doit être en confiance avec les dirigeants. Donc, on va dire qu'on va les vendre en prospection comme on vendrait, je ne sais quoi d'ailleurs, mais
Par contre, on travaille également, on est ravis d'accompagner les nouveaux clients et de participer à la notoriété du cabinet sur le sujet, sur la démarche, pour que de nouvelles entreprises soient intéressées pour entrer dans cette logique. Et effectivement, on est en lien avec la CEC. Nous intervenons régulièrement dans certaines des sessions de la CEC, notamment pour expliciter notre démarche stratégique Y ou plus spécifiquement la méthode de triple comptabilité. Ça fait partie on va dire, des caisses de résonance pour cette démarche. Mais il y a une question, alors peut-être Alan, quelqu'un qui n'avait pas bien compris la définition de la juste responsabilité entre scope 1, scope 3, est-ce que ça recoupait fournisseur, client, est-ce que juste expliciter effectivement voilà, ce que ça voulait dire. Alors en quelques secondes, ça va être un peu juste, j'essaye. La juste responsabilité ne correspond ni à votre scope 1, ni à votre scope 3. Alors, il y a une partie dans ce que je viens de dire qui est assez évidente. Votre scope 3, c'est le scope 1 de quelqu'un d'autre. Donc, vous n'avez pas à porter sur vos épaules l'intégralité des impacts qui sont de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vous avez à en prendre une partie, mais pas tout. Et quand on regarde le scope 1, c'est pareil. Le scope 1, c'est pas exclusivement de votre responsabilité. Je vous prends un exemple. Vous êtes un taxi. Dans votre taxi, il y a un client. Et donc, vous partagez avec le client. Et le scope 1 de votre taxi, c'est les émissions de CO2 de votre taxi. Et il y a un client dans le taxi qui aurait pu prendre un vélo ou le bus. Et donc, ça veut dire que vous partagez votre scope 1 avec votre client. Donc, on a une méthodologie que je ne vais pas développer là, ce serait trop long, qui permet de savoir comment chaque acteur de la chaîne de valeur prend à sa charge une juste responsabilité qui prend en compte tous les paramètres. Et c'est mathématique. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus parce que sinon, on est là encore dans un quart d'heure. Très bien, merci. Alors, je vois, il y a quelques questions, réactions sur effectivement les méthodes de calcul, d'impact, quelque part des questions sur la méthode sous-jacente finalement de triple comptabilité. On fera volontiers une autre session, il y en a eu, on fera volontiers d'autres sessions de webinaires ou d'échanges plus spécifiques sur cette démarche qui est une démarche tout à fait robuste, qui donne lieu, comme on l'a dit, à une chaire avec des chercheurs pour quantifier de façon la plus scientifique possible ces impacts et leur traduction économique. Malheureusement, dans les 2 minutes qui restent, on va peu pouvoir effectivement rentrer dans le débat et dans le développement, mais donc avec plaisir de vous donner rendez-vous à chacun sur le sujet. J'arriverai peut-être avec juste une question qui peut-être va donner une piste nouvelle de canal original pour Enzo, puisqu'il demande s'il existe des aides ou des assurances pour les entreprises qui voudraient s'engager sur une voie originale, qui peuvent, notamment pour les entreprises industrielles, ça peut représenter un investissement important. Et donc, demander comment faire pour que cette mutation de modèle soit digeste, réduire le risque. Donc, peut-être 2 petits mots de la fin. Enzo, et côté Alan, la démarche elle-même est conçue aussi pour essayer de réduire le risque. Enzo? 2 mots, j'avais vu la question, Nicolas, merci de la poser. Le risque auquel que tu évoques là dans ta question, c'est plutôt un risque de marché. C'est de dire j'investis, je fais transitionner mon modèle et en face, qu'est-ce qui se passe et pour quelles prévisions, pour quels résultats en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est plutôt mal couvert par des solutions assurantielles en tant que tel. Pourquoi? Parce que le risque, il est très compliqué à caractériser. Et ce qui vient plutôt prendre le relais, ça va être notamment des aides qui peuvent exister à l'innovation. C'est aussi à ça à un moment que servent tout ce qui va être crédit d'impôt recherche pour financer des pertes liées à de la R&D, etc. Et là, je reboucle avec ce qu'Alan a dit. Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est justement de ne pas le faire de manière linéaire, mais de venir se dire comment est-ce qu'à un moment,
je viens faire démarrer une activité qui peut-être au démarrage concentrera 1% de mon chiffre d'affaires, mais qui est mon labo, mais qui en même temps ne me fait pas prendre des risques au sens où j'ai tout mis sur la table et on verra bien ce qui se passe, pour construire plutôt le développement de l'entreprise dans ce sens-là. Et je pense que c'était plutôt dans cette direction-là qu'on a voulu peut-être partager un peu tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, quoi. Effectivement, c'est l'esprit même de la démarche du Y. Alan, un dernier mot pour conclure? Le dernier mot, c'est que par définition, créer et développer une entreprise, c'est prendre des risques. Donc, chercher de l'assurance là-dessus, ça ne me paraît pas du tout évident. Vous avez conscience que à peu près 50% des entreprises ne passent pas le cap du 5e exercice. Ça prouve bien que quand vous décidez d'entreprendre, vous prenez un risque considérable, une chance sur deux de vous planter. L'idée du Y, c'est que vous lancez une nouvelle entreprise avec le canal original et que vous avez des ressources pour le faire que vous n'aviez pas lorsque vous avez créé votre entreprise et que les ressources que vous mobilisez pour le canal original sont celles que vous offre le canal originel. Et c'est ça la façon de réduire le risque. Super, merci beaucoup, merci à tous et particulièrement effectivement à Enzo pour son témoignage client. Merci à tous les trois et à tous pour votre écoute. Et à bientôt. Il y a une formation le 5 mai sur l'étude prospective des risques et le 28 et 29 mai sur la façon de mesurer ses impacts en triple comptabilité. Et que vous recommandez aussi l'excellente lecture du livre La stratégie du Y pour aller plus loin. Merci à tous et à bientôt. Merci tout le monde, bonne journée. Merci.